dans un livre qui s'appelle, c'est comme une compilation de plein de textes qui s'appelle Écrits de Londres et dernières lettres. C'est là-dedans que Simone Veil écrit note sur la suppression générale des partis politiques. Puis ça, c'est à mon avis, c'est ce qu'elle a écrit peut-être de plus important. Là. Il y en a qui seront pas d'accord, ceux qui sont spécialistes de son œuvre ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est le texte le plus important. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle va dire, point de départ un peu du texte, elle va dire la politique c'est un jeu. Un jeu qui est malsain. Et il est malsain et rendu possible par l'existence des partis politiques. Et là, je la cite à la page 111 du texte. Un siècle et demi d'expérience le montre assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport qui ne peut exister que dans une institution d'origine aristocratique. Tout est sérieux dans une institution qui, au départ, est plébéenne. Donc, c'est un peu compliqué comment c'est écrit, mais bref, ce que ça veut dire, c'est que la politique telle qu'on la connaît est un peu héritée de comment on voyait le sport dans la société grecque. Donc, dans le fond, dans l'agora à grec, à Athènes, la politique était vue comme un sport de débat. Dans le fond, tout le monde débattait entre eux, puis c'était une espèce de jeu rhétorique. Puis elle va dire, cette espèce de jeu rhétorique-là, devenu malsain, c'est aujourd'hui comment la politique fonctionne, qui est devenu comme un jeu. En fait, le but, c'est pas de faire avancer ce qui est bien, ce qui est bon, c'est de parler pour parler, puis c'est de jouer à cette espèce de jeu politique-là qui consiste à un moment donné à dire le contraire de ce qu'on pense, à dire des choses qu'on pense, mais qu'on a maquillé un peu pour que ça rentre dans cette espèce de jeu-là malsain. Elle va dire en fait, la vérité c'est que si vous y réfléchissez, il n'existe aucun motif raisonnable de conserver ces partis politiques-là. Elle va dire, si on les examine comme faut, on va se rendre compte qu'il y a en eux aucune plus-value qui fait qu'on devrait les rendre désirables ou qu'on devrait dire, oui, ça prend absolument des partis politiques. Puis là, elle se demande, elle pose plein de questions. Elle dit, est-ce qu'il y a en eux même une parcelle infini-décimale de bien? Elle dit, ne sont-ils pas du mal à l'état pur ou presque? C'est là qu'elle va être assez dure envers les partis politiques, y compris français et anglais. Au début, elle parle des anglo-saxons, mais ce qu'elle dit que le modèle politique moderne est un peu inspiré dans sa forme de jeu, est un peu inspiré du modèle anglo-saxon, mais elle va dire, en fait, il y a rien de bien dans ces organisations-là. En fait, ce n'est que des machines à entretenir une espèce de spectacle un peu malsain où des gens parlent entre eux autres pour finalement dire pas grand-chose. Elle va dire, si on a une raison de les garder, c'est parce qu'il faut que ce soit bien de le faire. Puis elle dit, c'est quoi le bien là-dedans? C'est ce qui est au service de la vérité puis de l'utilité publique. Donc l'utilité publique, c'est quoi? Faut pas confondre ça avec le bien commun, là, qui sera une espèce d'idéal collectiviste, là. Mais en fait, l'utilité publique, c'est qu'est-ce qui fait que la société fonctionne mieux. Dans le fond, c'est assez simple. C'est est-ce qu'on conserve les partis politiques? Si la réponse est oui, il faut démontrer que ces gens-là sont au service de la vérité puis que leur but, c'est de servir l'utilité publique, donc de faire en sorte que les choses aillent mieux qu'elles allaient précédemment. Là, elle va dire, en fait, si vous réfléchissez, c'est impossible de démontrer que les partis politiques sont d'une quelconque utilité à la vie publique, puis encore moins qu'ils sont au service de la vérité, parce qu'en fait, ils sont au service de la propagation de leurs propres idées, qui généralement, c'est qu'une partie de l'utilité publique ou de la vérité. Puis là, elle va dire, la démocratie, c'est pas une excuse ni même une justification morale pour maintenir ces organisations-là. Elle dit, en fait, faut pas confondre la démocratie parlementaire où il y a des gens qui sont payés pour s'obstiner sur des niaiseries dans des partis politiques. Elle dit la démocratie, ce que ça veut dire, c'est que le pouvoir revient au plus grand nombre et donc à la population. Mais elle va dire, si le plus grand nombre ne sert pas son intérêt propre, donc dans le fond, si la volonté de la majorité va à l'encontre de l'utilité publique, là, à un moment donné, il y a pas on sert pas le bien là-dedans, donc c'est pas justifiable. Donc la démocratie, c'est pas une valeur absolue dans sa tête à elle. C'est pas, la majorité peut avoir tort comme elle peut avoir raison.
Là, elle va dire, ben, par exemple, si Hitler était monté en Allemagne dans une république démocratique qui n'avait pas été abolie par l'instauration d'une espèce de dictature, puis il a dit si par des voies les plus rigoureuses du parlementarisme et légal, on avait décidé de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec un raffinement jusqu'à la mort, les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles ne l'ont maintenant. Or, pareille chose n'est nullement inconcevable. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de manière démocratique, au sens où la majorité des élus ont voté pour faire une telle chose, que ça devient moral. En fait, ce qui est moral, c'est ce qui sert l'utilité publique, donc l'intérêt de la société, dans son ensemble. Et le fait de mettre une partie de la population dans des camps de concentration et de les torturer, ben, ça sert aucunement le bien, et encore moins l'utilité public. Elle va dire, la seule chose qui est légitime, c'est ce qui est juste. Puis elle dit, le crime et le mensonge ne le sont jamais. En fait, il n'y a aucune figure de cas où commettre un crime puis mentir aux gens devient en aucun cas légitime. Elle va dire, si une majorité de gens veulent une chose injuste, ça vaut pas plus que si une seule personne le voulait. Parce qu'en fait, quand tu veux quelque chose de mal, que ce soit que vous soyez 2000 à le vouloir ou un seul, ça n'a pas plus de valeur pour elle. Donc, dans le fond, il n'y a pas de vision chez elle qui correspondrait à une espèce de démocratie où quand le peuple veut quelque chose, même si c'est la majorité des gens qui le veulent, ça devient bien parce que c'est un peu comme quand au Québec on avait le débat sur la laïcité puis les signes religieux. Mais on pourrait dire que même, c'est pas parce que 75% par exemple des Québécois sont pour une mesure que ça devient bien et juste de faire quelque chose. Puis là, elle va dire là-dedans que un peu plus loin que la raison pour laquelle c'est injuste de le faire, la raison pour laquelle c'est pas parce que la volonté populaire est d'accord avec quelque chose que c'est bien de le faire. Elle va dire c'est parce que la volonté populaire, l'opinion populaire est modelée par les partis politiques qui sont là pour faire ça. Donc c'est pour ça, dans son esprit, d'une certaine manière, qu'il faut les abolir. Elle cite Rousseau là-dedans, elle va dire « Un vouloir injuste commun à toute la nation n'était aucunement supérieur aux autres. Il était dans le vrai au vouloir injuste d'un homme. » Si vous voulez, si une volonté commune est injuste, elle reste injuste, peu importe qu'elle soit commune ou pas. Puis là, justement, c'est ce qui l'amène à dénoncer le collectivisme. Puis c'est là que ça devient intéressant. Elle va dire la passion collective est une impulsion de crime et de mensonge infiniment plus puissante qu'une passion individuelle. Les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les saints authentiques. Ce qu'elle parle un peu de l'éclairisme là-dedans, c'est que quand une passion collective devient s'aligne avec des choses injustes puis des pensées criminelles, ça devient presque impossible pour les gens d'y résister. Ils sont comme emportés là-dedans. Puis c'est ce qui explique pourquoi, à un moment donné, de dire, mais pourquoi il y a plein de gens qui ont adhéré comme ça au régime hitlérien? Ben, c'est parce qu'ils étaient pris de cette espèce de passion collective-là, que finalement, vous vivez dans une espèce de consensus où tout le monde s'aligne sur la même idée, comme ça, puis personne ne réfléchit si c'est juste ou pas de le faire. On se dit, la plupart des gens le veulent, donc c'est ça qu'on va faire. Donc, elle, Veil, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que pour avoir une véritable démocratie, il faut que le peuple se prononce sur des problèmes et des enjeux et non sur des personnes. Donc ça, c'est le plus important là-dedans. Elle va dire, puis c'est à la page 115 du texte, elle dit « La seconde condition, c'est que le peuple ait exprimé son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique et non pas seulement un choix de personne. » Elle va dire, c'est ça le problème de notre démocratie représentative, où on choisit des gens et non pas... En réalité, c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir au peuple. Donc, pour que le peuple choisisse puis qu'il exerce le pouvoir, il ne faut pas seulement qu'il choisisse des représentants, mais il faut qu'il donne son avis sur des questions et des problèmes. Donc, chez nous, ça peut passer très rarement par des référendums, ce qui arrive presque plus jamais, mais elle dit en réalité, quand vous allez voter, vous devriez voter pour une série de problèmes, une série de questions et choisir vos représentants en fonction de la réponse qui est donnée à ces questions-là. Et non pas simplement voter pour telle personne parce qu'il est beau ou voter parce qu'il y a telle personne parce qu'elle a été mairesse de telle ville obscure ou voter pour lui parce qu'il a déjà fait du vélo ou peu importe
quelles raisons stupides qui ont été choisies. On le voit là, quand il y a des vox pop qui sont faites. Ah oui, j'ai voté pour Monsieur Macron, il est jeune. C'est comme si jeune, c'est un critère c'est comme si jeune, c'est un critère pour, je veux dire, avoir une validité morale supérieure. J'ai même entendu à un moment donné, ah oui, mais j'ai voté pour lui, il était ouvert. Il était ouvert, là, cette espèce de critères psychologico-débiles comme ça. Donc ça devient à un moment donné complètement ridicule. Donc elle va dire la conséquence de ce point-là pour elle. Elle dit, je la cite, « Dans ce que nous nommons de ce nom, c'est-à-dire la démocratie, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique et tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement, officiellement encouragées. Encouragées par qui? Par les médias, les politiciens, le système en lui-même, les corps constitués. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la collectivité soit pas asservie à des espèces de passions collectives qui l'obligent à choisir uniquement des représentants et non à se prononcer sur des problèmes et des enjeux? Elle va dire, c'est pas facile de concevoir des solutions, mais selon elle, ça passe d'abord par la suppression des partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont 3 caractéristiques en commune. La première, elle va dire, c'est qu'un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. La passion collective, comme je viens de l'expliquer, c'est ce qui amène la population à choisir des choses selon des critères irrationnels. Ah, je vais voter pour lui parce que là, il a promis telle affaire, puis je vais faire ci parce que là, la majorité le veut. Ben non, il va dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que la passion collective, c'est l'inverse de la démocratie, parce que la démocratie, c'est aller de manière rationnelle exprimer son opinion sur des problèmes de société. Donc, si vous faites pas ça, vous êtes juste emporté par la passion collective. En ce moment, ça pourrait être la peur puis l'imposition de toutes sortes de mesures sanitaires délirantes. Mais on va dire, à ce moment-là, là, vous êtes plus en démocratie, vous êtes dans une espèce vous êtes dans un système qui fonctionne sur la passion et l'émotion. Ça, c'est l'inverse de la démocratie. Donc, 1, les partis politiques sont des machines à fabriquer de la passion collective. Et va dire 2, un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Ça, c'est vraiment important. J'en ai déjà parlé de ça. Comment, quand vous parlez, par exemple, à un péquiste, vous vous rendez compte que lui, il vit tellement toujours dans un environnement clos où il parle avec des gens qui pensent comme lui. Il est avec des gens qui sont là pour y cirer les pieds constamment. Des gens qui sont là pour lui dire « Ah oui, monsieur, un tel, vous êtes tellement bon, oui, vous allez nous amener notre pays, blablabla », qui en viennent à même pas comprendre qu'en dehors de ce cercle fermé-là, personne n'est intéressé par leurs idées puis par leurs affaires. Tout le monde s'en fout, puis les gens les regardent avec un certain mépris, un certain œil méfiant. Donc c'est pourquoi? C'est parce qu'elle dit, l'organisation qui est un parti politique, en fait, ça empêche l'exercice de la démocratie parce que ça crée des espèces de structures où les gens qui sont là-dedans sont plus capables de réfléchir par eux autres mêmes. On l'a vu dans le cas du registre des armes à feu, où on le voit en ce moment, comment aucun député peut se prononcer pour ou contre des mesures ou des affaires parce qu'on leur dit fermez votre gueule, respectez la ligne de parti, si vous parlez, on va vous tasser, on va vous débarrasser. Puis on a l'impression que finalement, vous avez à l'intérieur, alors que tout le monde sait qu'à l'intérieur d'une organisation de 30, 40, 50 personnes, ça s'entend même pas pour savoir quel café faudrait mettre dans la machine à café. Comment pensez-vous qu'ils ont toutes la même opinion puis la même vision du monde? C'est impossible. Puis vous le voyez, les gens ils démissionnent d'un parti, ils partent dans l'autre. Bon, c'est ça, il y en a de la dissension, mais cette espèce de machine à produire du consensus qui est un parti politique, mais ça fait en sorte que on donne une espèce d'apparence d'homogénéité, on donne une apparence que tout le monde pense pareil, tout le monde est pareil, puis ça, ça crée un problème parce que ça crée justement ça crée une ambiance où ces machines-là lavent le cerveau de leurs membres. Et la troisième caractéristique, on va dire l'unique
fin de tout parti, fin comme but. L'unique but de tout parti politique est sa propre croissance, et ce, sans aucune limite. Elle va dire, s'il y a 3 membres de plus cette année que l'an dernier, ou si la collecte a rapporté plus d'argent, ils sont contents. Puis ils désirent que ça continue comme ça de manière infinie. Ils ne sont jamais posé la question, à un moment donné, c'est-tu normal qu'il y ait autant de membres dans notre parti politique? En fait, il n'y a jamais trop de cartes de membres, il n'y a jamais trop d'électeurs, il n'y a jamais trop d'argent. Autrement dit, le parti politique, non seulement ça fabrique de la passion collective, puis ça exerce une pression sur le cerveau de ses membres, mais ça tend à vouloir prendre de l'expansion de manière infinie, jusqu'à temps qu'un jour, finalement, le 100% du monde dans leur idéal adhère à leurs idées. Donc, dans le fond, c'est une machine à produire un espèce de consensus infini. Puis elle va dire, c'est pour ça que par ces 3 critères-là, c'est ça qui explique que tout parti, en germe, est totalitaire, puis en aspiration, il l'est aussi. En fait, s'il l'est pas, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. C'est-à-dire qu'il y a un jeu démocratique qui fait que les autres partis aussi veulent prendre de l'expansion, donc là, ils se disputent ils se disputent la palme de celui qui va en recruter le plus. Mais autrement dit, c'est pour ça que les pays totalitaires ont vu un totalitarisme s'installer parfois malgré une démocratie, parce que le jeu du parti politique, c'est d'étendre son emprise à la fois sur ses membres et à la fois sur la population, produire une passion collective, puis à un moment donné, vous vous en rendez pas compte, puis vous êtes rendu dans un système tyrannique, un système totalitaire. Donc, en fait, c'est un peu une réponse aussi de manière détournée à Hannah Arendt, dont on parlera une autre fois dans son livre « Les origines du totalitarisme ». Donc, Simone Veil montre là-dedans que, en fait, le totalitarisme, la dictature, ça n'est pas nécessairement d'un fou qui, à un moment donné, se réveille et décide d'imposer une dictature. Non, ça vient du système lui-même qui, à un moment donné, tend à devenir comme ça parce que c'est dans sa nature profonde de prendre de l'expansion constamment. Donc, on fait de Simone Veil, à cause de cette analyse, à cause de ses analyses, une philosophe de gauche, comme je l'ai dit, presque marxiste, parce qu'elle était proche des mouvements ouvriers puis communistes dans le début de sa vie. Mais si on la lit bien, entre autres dans ce texte-là, on voit qu'elle est extrêmement dure envers le collectivisme. En fait, c'est presque impossible de la faire justifier, ces systèmes-là. Et je la cite à la page 117, elle dit « Le bien seul est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens, mais la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée animale. Elle n'a la notion du bien que juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que dans la vision collectiviste de la société, on prend un moyen. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen? Quand elle s'explique comme ça, elle va dire, le seul but, en fait, c'est le bien de la collectivité au final. Et le moyen, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, le bien de la race aryenne, l'espace vital, l'abolition de la société de classe. Puis là, on va prendre ces moyens-là, qui sont dans leur tête pour arriver à une espèce de fin. Et on va prendre ça, on va en faire des objectifs absolus, puis on va forcer la collectivité à aller par la création de passion et d'émotivité vers ce moyen-là qu'on va présenter comme une fin. Donc ça peut être, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être la laïcité, ça peut être la santé publique. Donc, dans cette lignée-là, les partis politiques, en principe, sont un instrument pour servir une certaine conception du bien public. C'est ça qui est important là-dedans. C'est que la vérité, le bien public, l'intérêt commun, ça c'est quelque chose de très large qui doit prendre en considération bien des paramètres, mais quand vous avez un parti politique, généralement ils prennent une certaine vision du bien public et ils la mettent devant tout le reste, puis leur but c'est de rendre les gens dépendants ou accrochés à cette vision-là. Bon, ça pourrait être, je parlais du PQ tout à l'heure, ça pourrait être le fait français, la défense du fait français. À un moment donné, on a l'impression que leur vision du monde ne fait que s'articuler alentour de ce Christi de concept-là. Puis là, tout est basé sur, j'ai entendu un bonjour rail à Montréal, fait qu'il faudrait mettre telle mesure, interdire telle affaire. J'ai même vu dernièrement quelqu'un qui capotait parce qu'on avait accepté qu'une compagnie comme Home Depot puisse s'appeler Home Depot. Vu que c'est un nom en anglais, puis on devrait les forcer à s'appeler, je sais pas moi, les quincailleries, le dépôt de je sais pas quoi, là. Je veux dire, on est presque dans le délire, là. C'est pour ne pas dire plus.
Là, ben, ça demande pourquoi, finalement, les partis politiques sont toujours enclins à tourner vers l'autoritarisme. Elle va dire, en fait, le parti, par l'effet de l'absence de pensée, donc le critère numéro 2 dont j'avais parlé, l'espèce de pression qui est exercée continuellement sur les membres, elle va dire dans un état continuel d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître absolu du pays? Les nécessités internationales imposent des limites étroites. Ce qu'elle dit là-dedans, c'est que finalement, même si un pays, le leader devient du gouvernement devient même le dictateur du pays, il va encore dire que si ça marche pas, c'est parce qu'il est pas maître de tout, parce qu'il y a encore des lois internationales, puis des traités, puis des accords. Puis ça rappelle des affaires qu'on entend quand même assez souvent, là. Le premier ministre du pays, malgré qu'il ait 2 mains sur le volant, qui décide à peu près de tout, ben il se plaint encore que là, ben à cause de tel accord, on peut pas décider ça. Finalement, ils ont jamais assez de pouvoir. C'est ça qui amène à l'autoritarisme, c'est que finalement, les problèmes qui sont des problèmes qui peuvent être liés à X et Y facteurs ont toujours tendance à être ramenés par les politiciens vers le manque de pouvoir. En fait, s'il y a un problème, c'est parce qu'on n'a pas encore assez de contrôle. Donc, c'est pour ça que il y a une abondance de lois qui arrivent, puis à un moment donné, ben vous savez pas trop pourquoi, vous êtes rendu d'une place sans aucune liberté, puis complètement autoritaire. Là, elle va dire, ben plus le pouvoir du parti augmente, plus la pression sur ses membres se fait intense pour défendre le pouvoir. C'est pour ça que, si vous voulez, au début, un parti, c'est un ensemble de gens qui ont plein d'idées. Ça a l'air rafraîchissant, c'est intéressant. Plus ça grossit, par exemple, plus ça devient rigide, puis plus la pensée unique s'installe là-dedans, plus la dissidence est chassée, puis désignée comme ennemie à la fameuse ligne de parti. Ça fait en sorte que les gens se contredisent sans arrêt. Donc, ben, vous le voyez, là, je veux dire, dans le temps où, par exemple, là, je prends l'exemple du Québec, mais dans le temps où la CAQ était un parti d'opposition, ça appelait dans les radios d'opinion, ça voulait avoir des entrevues. Ah oui, moi, je suis contre le tramway, moi, je suis contre ci, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis là, finalement, un coup qu'ils sont rendus au pouvoir, t'es plus capable de les avoir en entrevue, ça veut plus répondre aux questions, ça veut plus parler à personne, ça se cache en dessous des tapis puis des garde-robes de l'Assemblée nationale. Et puis, quand ça sort, les quelques fois qu'on leur dit, ben là, vous devriez aller parler, les gens, là, ils ont besoin de se faire communiquer un peu d'informations, ça répète des cassettes sempiternelles complètement débiles où ils répètent un espèce de texte que les agents de com leur a appris puis leur a demandé de répéter par cœur. Là, on se demande, ben oui, mais est-ce que c'est les mêmes gens qu'on a vus avant? Ben oui, c'est les mêmes gens. C'est juste qu'ils ont eu le cerveau complètement lavé par l'institution politique, parce que plus un parti prend de l'importance, plus, comme elle le dit, la pensée unique devient rigide, puis la dissidence, ceux qui sont différents des autres sont chassés. Même pensez à Maxime Bernier dans les conservateurs fédéraux. À un moment donné, il a montré un peu trop de dissidence, puis on a dit, ben là, ben pour le bien du parti, on se fout du bien de la nation, l'important, c'est le bien du parti, mais il va falloir que tu crisses ton camp. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Elle va dire, les partis parlent, c'est vrai, d'éducation à l'égard de ceux qui sont venus à eux, sympathisants, jeunes, nouveaux adhérents. Ce mot est un mensonge. Il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse exercée par le parti sur la pensée de ses membres. Donc, elle va dire, quand les partis font des universités d'été ou des genres de patentes de formation, tout ça, en réalité, c'est pour inculquer une doctrine qu'après ça, on va les charger d'aller répandre pour adhérer à des nouveaux. Un peu comme le fonctionnement d'une secte, d'une certaine manière. Bien, vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui sont des adhérents de partis politiques importants. En fait, vous avez l'impression d'être devant des gens qui appartiennent à un mouvement religieux. C'est comme si les témoins, quand des politiciens viennent cogner à votre porte, c'est comme si les Mormons ou les témoins de Jéhovah venaient cogner. Ils ont autant peu de regard critique par rapport aux gens qui appartiennent que des gens qui sont dans une secte. C'est le bon mot que Simone Veil utilise, c'est une forme de dressage. Elle dit, on trouve tout à fait naturel, raisonnable et honorable que quelqu'un dise, comme conservateur, je pense que, ou comme socialiste, je pense que. Bon, mais elle va dire en réalité, comme personne, qu'est-ce que vous pensez? Je veux pas savoir c'est quoi la position du parti. Mais je l'ai encore entendu récemment, là. Je nommerai pas de nom, là. Mais on demandait à quelqu'un, ouais, qu'est-ce que t'as pensé du discours d'un tel? Ah, ben, moi, je laisse aux gens le soin de se faire leur propre opinion. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il était pas bon? Ouais, mais je laisse aux gens, là, le soin de décider. Moi, c'est sûr que certains points, on peut dire que c'est bon. Tu sais, finalement, la personne veut pas répondre. Je ne peux pas donner mon opinion. Pourquoi? Parce que j'appartiens à ce parti-là, puis on me dit de me fermer la gueule.
C'est comme ça que ça fonctionne. Elle va dire, le règne de la pensée unique dans les partis politiques vient du fait qu'il faut avouer que le mécanisme d'oppression spirituelle et mentale propre au parti a été introduit dans l'histoire par l'Église catholique dans sa lutte contre l'hérésie. Ça, c'est intéressant. Elle fait un peu la généalogie de cette pensée-là unique. Puis elle dit, en fait, je cherchais pas ben loin. On est habitué dans l'histoire où il y avait l'Église qui assumait une emprise sur l'esprit des gens, puis les gens qui étaient différents, on les chassait via l'Inquisition, l'accusation d'hérésie, puis éventuellement, on les butait. Donc, il dit, surprenez-vous pas qu'il y ait une chasse à la pensée dissidente, c'est totalement normal. Elle dit aussi, on avoue que l'esprit de parti aveugle rend sourd à la justice, pousse même d'honnêtes gens à l'acharnement le plus cruel contre des innocents. On l'avoue, mais on ne pense pas à supprimer les organisations qui fabriquent un tel esprit. Cependant, on interdit les stupéfiants. Donc c'est un peu drôle la manière dont elle l'amène. Elle va dire, on interdit le monde qui vend de la dope, mais finalement, on interdit jamais des organisations qui sont borderline criminelles en faisant finalement un lavage de cerveau qui est peut-être plus dommageable que ce qu'on pourrait subir en prenant des drogues. Elle va dire la conclusion de tout ça, si j'y vais un peu plus synthétique pour la fin, elle dit presque partout, puis même souvent pour des problèmes purement techniques, le fait de prendre un parti, prendre position pour ou contre, est devenu a été substitué par l'obligation de la pensée. Finalement, ça a été, aujourd'hui, on n'a plus le droit de prendre finalement, moi je suis pour, moi je suis contre ça. Non, finalement, vous êtes obligé de rentrer dans une espèce de carcan. Elle va dire, c'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Puis là, elle fait référence un peu à comment sa propre pensée a été reçue dans certains milieux ou comment sa manière de remettre en cause en même temps le stalinisme, en même temps le capitalisme, en même temps tout, elle est un peu contre plein de choses en même temps. Donc on va dire, si vous n'êtes pas d'un camp ou de l'autre, en fait, on vous met de côté parce qu'on comprend pas, parce que vous êtes pas soumis à un parti ou à une organisation qui a une position bien claire.